Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Saré, les personnes vivant avec le handicap. Nous en parlons ce soir avec diverses interrogations et nous allons nous focaliser spécialement sur les personnes amputées, même si on va parler des personnes vivant avec le handicap de façon globale. Vous allez voir comment elles se déploient au quotidien et comment elles ont la joie de vivre. Rappelons que la journée internationale des personnes handicapées s'est célébrée le 3 décembre dernier et comme c'est le cas tous les ans. Nous en parlons donc. Bonsoir ma très chère. Ma très chère, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous regardez sur Canal 2 International. Elles sont pleines de vie. Elles ont décidé de braver leur handicap pour s'imposer en tant que personnes à part entière. Les personnes amputées, on en parle ce soir. Personnes amputées, la joie de vivre malgré le handicap, c'est le thème de ce soir. Nous avons un panel bien fourni. Alors, ce soir, nous avons deux invités. Commençons par la première qui n'est jamais venue sur ce plateau, Marie Sout de l'Association camerounaise pour l'appui au développement. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. ACAD, c'est le nom de cette association. Vous avez pu monter les marches pour venir sur ce plateau. Est-ce que ça a été facile? Comme d'habitude, de manière ordinaire, en prenant un peu plus de temps. Et puis voilà. C'est tout. Bienvenue, Marie. Merci. Donc ça prend un peu plus de temps. Ah oui, un peu plus de temps. On a là le problème de l'accessibilité qui se pose. Voilà, le problème d'accessibilité. Et je crois que Canal 2, on en reparlera en offre. Alors, Mirette Madage de l'Association des personnes préférées. Bonsoir Mirette et bienvenue. Bonsoir ma très chère. Comment ça va? Ça va très bien. Alors depuis le temps, les personnes préférées se portent bien? Oui, les personnes préférées se portent très bien. On évolue avec nos activités. Ça avance. Et moi j'allais dire bienvenue Mirette. Merci ma très chère. Ma très chère, on commence donc tout de suite. Voilà, personne préférée, ACAD. Est-ce une volonté personnelle de ne pas être identifiée comme une personne handicapée? Marie? Volonté personnelle, non. Je crois que j'ai grandi dans un moule où il n'y avait pas de discrimination. D'accord. Donc, depuis le cocon familial, je suis une personne à part entière. Bon, juste que je fais certaines choses d'une certaine manière, c'est tout. Donc, dans mon mental, il n'y a pas le vocable on dit. Donc, je ne connais pas ça, j'ai grandi sans ça et puis je continue d'évoluer sans ça. Ça veut dire, même face aux personnes en dehors du cocon familial, ça se passe toujours aussi bien? Oui, je pense peut-être parce que j'ai un minois assez sociable, donc j'ai jamais fait face à mais ça. Je le confirme. Alors, Mirette, est-ce péjoratif que de dire personne handicapée, on peut faire personne préférée, peut-être? Moi, je préfère dire personne préférée. Parce que pour moi, mon cas est différent. Ça n'a pas été facile que les gens acceptent mon handicap. Donc il a fallu que je me batte longtemps pour montrer aux gens que je n'ai pas du tout changé et que je suis une personne à part entière et non une personne entièrement à part. Se battre comment? Arme au poing? Par des mots? Par des mots, par des actes. Tous les jours, montrer que tu peux surmonter ton handicap en faisant d'autres choses. En fait, je suis amputée du pied, mais je ne suis pas amputée du cerveau. Ça, c'est clair. Mon cerveau continue à travailler, donc c'est à cela qu'on m'identifie aujourd'hui. Alors, Marie, vous parliez tout à l'heure de la guerre des terminologies. Oui, on a du mal à prononcer certains mots. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des vocables qui font mal? C'est pas qu'ils font mal, mais ils sont assez réducteurs. Voir une personne et dire elle est handicapée alors qu'elle a un bagage intellectuel assez fourni, on se dit mais tant qu'à faire, qu'est-ce qui se passe? Mais la guerre de terminologie aussi, parce qu'on se perd. Parfois on dit personne handicapée, personne vivant avec un handicap, personne à mobilité réduite. Et ce que j'aime le plus, c'est quand on dit derrière mon dos, ah la dame là, elle est infirme. Donc voilà, il y a toutes ces guéguerres de terminologie qui, ma foi, ne sont pas là pour nous grandir. Mais moi, je ne m'arrêterai pas à cette guéguerre de terminologie parce que je me dis ça n'apporte rien. Qu'on me qualifie d'infirme, personne à mobilité réduite ou plus. Vous en riez? J'en ris. Et pourquoi justement est-ce que vous en riez? Ça ne m'affecte pas parce que je ris un peu de l'ignorance de l'autre. Parce que je dis s'il savait, il ne dirait pas ça. Parce que je suis forte de mon potentiel. Donc je sais ce que je vaux.
Donc, je ne pense pas que la réduction d'un vis-à-vis pourrait m'atteindre. Tout à l'heure, vous parliez de bagage intellectuel. Alors vous, souvent, j'entends parler de constipé mental ou je sais pas. C'est vrai que j'aime souvent ça aussi, constipé intellectuel, voilà. Alors vous dites c'est beaucoup mieux d'être forte ou forte dans sa tête que de l'être sur le point physique. Je suis forte physiquement, ça je suis sûre. Ah, d'accord. Donc j'allie les deux. Oui. Sauf que dans mes mouvements au quotidien, déjà je fais tout. Comme je disais tout à l'heure à Clarence, j'ai grandi dans un environnement où je faisais tout comme tout le monde. Oui. J'avais mes tâches quotidiennes comme tout le monde et c'était pas les plus légères qu'on me donnait. Donc je sais écraser des pistaches à la pierre, Oui. je sais écraser des arachides à la pierre parce que maman y mettait un point d'honneur parce qu'elle se disait si elle n'est pas là... À la pierre? Oui. À la pierre, je le fais. Ah ben ma Sacha, elle a pu gravir des escaliers que tout le monde et puis donc c'était ça en fait sa manière de me construire. Oui, oui. C'est vrai qu'à l'époque je ne me voyais pas parce que moi je l'appelais la Tortionnaire. La tortionnaire. Je ne voyais pas ça comme ça, mais un jour elle s'est levée et me dit non c'est bon là, parce qu'on m'a donné mon bain jusqu'à 15 ans. J'étais la plus choyée, malgré le fait qu'on me donnait des tâches, mais quelque part on me donnait également tout ce que je voulais. Donc, à un moment donné, elle a dit, c'est bon, là, si je disparais tout de suite, il faut bien que tu puisses te prendre en charge dans la société. Elle a réussi, sans paraît? Je crois que oui. D'ailleurs, juste pour le rappeler, Marie, vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui et vous êtes fière de l'être, tout comme Mirette. Mirette, chef d'entreprise, mais votre situation n'est pas la même, hein, parce que la situation de Marie, c'est vraiment dans le bas âge, vécu de Kinimax qui a mal tourné. Mirette, elle, c'est un accident de la circulation, et puis voilà, on se trouve amputé. C'est quoi le processus mental qu'on doit avoir? Ça commence d'abord par le déni chez tout le monde. Donc tu n'arrives pas à accepter ce qui t'arrive. Mais après, tu te mets à penser, tu pèses le pour et le contre. Tu penses à tous ceux-là qui n'ont même pas eu la chance déjà d'avoir le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Et tu te dis, bon, peut-être, comme on dit souvent qu'on se console avec ça, que tout ce que Dieu fait est bon. Et là, tu essaies maintenant d'avancer petit à petit. Tu essaies de t'adapter à ton nouveau monde. C'est par là que tout le monde passe. Quand tu prends cette procédure-là, tu ne peux pas rester là. On te dit par exemple, oh, enlève tes béquilles de là, tu te mets à pleurer, qu'on t'insulte. Moi, tu n'as même pas encore commencé, que je t'ai dit que ce sont mes pieds. Oui, ce sont mes moi, pieds. je les appelle comme ça. Oui, ne touche pas mes pieds. C'est comme ça. Donc, je pense que chacun doit déjà travailler son mental. Parce que ce n'est pas toujours la personne qui est en face de toi qui aura pitié de toi. Quand tu travailles ton mental, tu peux aller n'importe où, faire n'importe quoi et tu te sentiras toujours préféré, comme je dis. Alors le point commun, c'est que vous êtes toutes deux chefs d'entreprise. Est-ce que c'est un hasard? Moi non, c'est pas un hasard. Je pense que les conditions sociales et socio-professionnelles m'ont conduite à devenir chef d'entreprise. Donc, un hasard, peut-être un bon un bon et un hasard. Alors, oui, Mirette, voilà. L'objectif de votre association est de redonner goût à la vie à des personnes handicapées. Alors, est-ce qu'elles réussissent finalement à s'accepter comme telles? Oui, tous ceux qui sont passés par l'association réussissent toujours. Parce qu'on a toujours une manière de commencer. Tous ceux qui sont passés par l'association, ils réussissent toujours de ce côté-là. Accepter son handicap, c'est pas seulement de dire j'ai accepté mon handicap, mais c'est de pouvoir affronter le regard de l'autre sans toutefois baisser le sien. Ah justement, il y a ça, le regard de l'autre. Oui, c'est ça. Marie parlait de regard fuyant tout à l'heure. Donc, vous êtes d'accord que les personnes vivant avec le handicap ont parfois le regard fuyant? Oui, ils sont complexés en fait, parce qu'ils se disent, bon voilà, nous sommes diminués, on est face à une société extrêmement agressive, hein, ça il faut le dire. On est face à une société extrêmement... Et les gens se plaisent à avoir pitié. Et ça, j'ai horreur de ça. Alors, ne me trouvez jamais en train de monter mes marches et dites-moi du courage. Là, j'ai envie de vous étrangler parce que je suis sûre, quand pour vous et moi, vous aurez plus besoin de courage que moi. Et j'ai pas attendu que vous me disiez bon courage pour avoir du courage. Donc, il y a des petits gestes anodins qu'on pose au quotidien qui nous font quand même assez mal. Et maintenant, il y a la pitié. Les gens se complaisent à dire j'ai pitié d'elle. Bon, voilà. Moi, je prends un exemple. J'étais enceinte.
Et je suis assez coquette hein, quand je le veux. Ah oui, mais même aujourd'hui, hein, donc vous êtes coquette, ça c'est sûr. Donc avec ma grossesse et les atrophies de mes membres, je m'en foutais éperdument. C'est les autres qui voient que j'ai les membres atrophiés. Et je mettais mon pantalon de taille basse avec mon ventre devant. Et puis je garde ma voiture parce que je vais faire des emplettes de layettes. Alors les gens ouvraient leur boutique, il y en a qui se passaient l'information au téléphone et je les voyais dans leur bureau qui soit poussaient le rideau pour regarder ce qui se passait en bas. Vous voyez, vous parliez du regard tout à l'heure. Oui. Si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, je vous assure, ça vous anéantit. Oui. Ça vous anéantit parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller faire les marchés, les courses dans un supermarché, pousser votre cabine normalement avec vos béquilles et ça s'arrête ou ça peut s'arrêter. Vous menez une vie normale, ça n'a rien d'anormal. C'est juste qu'on prend les moyens qu'on a pour pouvoir atteindre un certain objectif. Mais les gens ne voient pas ça comme ça. On va parler du quotidien des personnes amputées parce que c'est le reportage qu'on avait préparé il y a quelques années d'ailleurs qu'on a fait avec Mirette pour voir ce qui a changé aujourd'hui après ce reportage, hein, Mirette. On regarde et puis on revient sur ce plateau. Le quotidien des personnes amputées est de plus banal. Delva, 11 ans, va en classe de 6e. Quand je me lève le matin, je balaye le sang. Souvent, je lave les assiettes. Souvent, je pense au cuisine. Je n'arrive pas à l'école. J'arrive à l'école. Parce que l'école, je n'ai pas loin. L'école n'est pas loin, je suis à côté. Quand je ne prends pas souvent la moto quand je vais à l'école. Si la petite vit tant bien que mal son handicap, il a fallu passer par une séance explicative de sa maman. Je me suis dit qu'il fallait réunir les forces pour d'abord affronter cette épreuve de perte de pied. Mais le plus dur était de lui expliquer pourquoi est-ce que d'autres ont 2 pieds et elle peut. Et déjà, quand il fallait qu'elle commence la maternelle, elle a refusé le bikini. Elle voulait sortir. J'ai tout fait. Elle a refusé. Quand il faisait le coup, elle manquait un. Elle est allée en vacances chez son grand-père paternel. Je ne sais pas quelle astuce il a utilisée pour qu'elle accepte. À 7 ans, Roosevelt sait exactement quelles sont les tâches qui lui sont assignées à la maison. Je suis dans la cour, je suis à la table, le tapis, je me lave, je pars à l'école. Pendant les vacances, il peut donc gambader dans tous les sens. En compagnie de son petit frère, il joue au football. Après son accident, Martial n'a pas baissé les bras. Il s'est réadapté. J'ai appris à écrire avec la main gauche. Le ça n'a été facile, ça a pris du temps. Parce que quand j'écrivais, c'était pas facile, il a fallu que un peu. Et quand je maîtrisais un peu, je formais déjà bien mes écritures. Il fallait maintenant que je sois un peu rapide. Parce que au moment là, je faisais la carte de 5e. Il fallait que je sois un peu rapide. Parce que moi, j'aimais moi à l'école. Parce que quand j'ai fait mon accident, je disais que je vais écrire avec elle-même. Je vais écrire avec elle-même. Aujourd'hui, il peut tout seul aller chercher de l'eau au puits. Léoteux est coiffeuse. Elle est à la recherche de fonds pour renforcer son activité. Je fais un peu dans la pose des ongles. Je me bats un peu en coiffure. Je sais que les rastas, les laines, la greffe, les petites, pas trop compliqué. Et ce qui m'empêche d'aller de l'avant dans ce que je veux faire, c'est le moyen financier. J'ai envie d'aller quelque part en bordure de route, m'installer pour faire au moins la pose des ongles là, pour que ça me permette d'avoir même 100 francs. Mais je n'ai pas la possibilité. Parce que moi, avec le pied qui est tout raide, c'est pas trop facile pour moi de rester n'importe où et n'importe comment.
Donc il faut franchement que mon enfant soit bien encadré. Donc j'ai un souci de financement pour pouvoir joindre les deux bouts sans toujours avoir besoin de faire recours aux membres de la famille, aux personnes de bonne foi. L'amputation, dans certains cas, entrave la mobilité personnelle. Une mobilité dont on peut être privé fortuitement au détour de son chemin. Alors pour cette émission, comme on l'avait dit à cette époque-là, c'était vraiment montrer ce quotidien qui est plutôt joyeux. Mireille, que sont devenues ces différentes personnes? La petite Belva, aujourd'hui, elle fait la classe de 4e. Elle fait la classe de 4e à un collège à Bonabéry, le collège Lamartine. Et le petit Roosevelt, il a bénéficié d'une opération gratuite du colonel Boka, traumatologue de l'hôpital militaire. Parce que son pied en fait était pointu. Si vous avez bien regardé la vidéo, son pied était pointu. Et on était allé chez l'orthopédiste, le docteur Judah Fonga. Il a demandé qu'on ampute encore. Nous sommes rentrés à l'hôpital et le colonel a vu, il a dit qu'il ne peut pas demander de l'argent. Il a amputé le pied de l'enfant gratuitement. Et après la soirée caritative que nous avons faite tout dernièrement, Roosevelt a bénéficié d'une prothèse gratuite. Aujourd'hui que je vous parle, Roosevelt marche déjà. Ah ben bravo. Bon, pour le cas Donc on ira tous les filmer. Oui, il n'y a pas de souci. Roosevelt marche, il marche. Pour le cas de Léonie a bénéficié d'une formation en onglerie d'un salon de coiffure Jolie Night Beauty. Et aujourd'hui, les employés d'une entreprise, je pense les employés de Maïs Cameroun l'ont fait un call box où aujourd'hui, Léonie est indépendante. Elle essaye de joindre les deux bouts chaque jour. Et maintenant, le cas de Martial, le garçon amputé, il a fait un stage à Camtel. Un stage à Camtel, stage académique à Camtel, parce qu'il a un BTS en comptabilité. Il attend aujourd'hui d'être intégré. On ne l'a pas encore recruté dans cette entreprise-là. Donc voilà. La situation de ces différentes personnes que nous avons vues dans le reportage, plutôt joyeux, Marie, malgré le fait que vous nous rappeliez tout à l'heure dans les couloirs que la vie des personnes, les personnes vivant avec le handicap n'est pas aisée du tout sur le plan financier. Oui, tout à fait, parce que vu l'accessibilité, donc le plan urbain qui n'est pas respecté, donc vous ne trouverez jamais un parking pour personnes vivant avec un handicap. Souvent je m'insurge, même je leur dis, donc dans ce que vous prévoyez pas qu'une personne vivant avec un handicap puisse avoir une voiture. On ne prévoit pas qu'il y ait une police d'assurance spéciale. On ne prévoit pas un certain nombre de choses. Donc je dirais que c'est très difficile. Maintenant, moi je ne peux pas prendre de moto, donc s'il faut que j'arrive quelque part, il faut que ce soit un taxi course ou dépôt. Donc il faut déjà avoir les moyens pour pouvoir se déplacer. Donc quand on ne les a pas, forcément on sera cloisonné dans la maison et on ne saura même pas que les personnes vivant avec un handicap ont des droits. Voilà. Alors, les personnes amputées vivent une vie plutôt normale, Mirette, on dirait, pas de discrimination. D'ailleurs, Marie nous le faisait comprendre tout à l'heure en ce qui concerne les travaux ménagers. Est-ce que vous préconisez aussi dans le cadre de vos associations? Oui. Nous menons une vie normale. Oui. Je n'ai pas bien suivi la question. Non, mais justement, c'est-à-dire que est-ce que c'est une vie tout à fait normale? C'est ça la question. Oui. Est-ce qu'elle est différente de la vie de Donald, par exemple? Elle est très différente. Elle est très différente parce que, comme disait ma très chère tout à l'heure, là, le problème d'accessibilité, le transport pour les personnes handicapées, c'est pas vraiment facile. Une personne comme moi, parfois tu vas te retrouver à dépenser plus de 20 000 francs par semaine pour payer le transport seulement. Et parfois tu veux emprunter un taxi. Tu demandes peut-être un siège parce que tu te sens à l'aise sur ce siège. On te dit non, on peut pas te transporter. Ou tu vas ailleurs, ou tu supportes comme les autres. Donc c'est un peu compliqué. Vous payez le double? Oui. Parfois tu payes le double.
J'ai besoin de l'anecdote de tout à l'heure, Marie. J'ai besoin des anecdotes parce qu'il faudrait que ceux qui nous regardent à la maison comprennent de quoi il s'agit. Vous avez subi, enfin comme Mireille d'ailleurs, vous avez subi plusieurs situations dans lesquelles on ne reconnaît même pas la situation, on ne vous reconnaît pas dans votre droit. Oui, ça c'est vrai. Donc je disais tout à l'heure que je ne compte plus le nombre de fois où j'ai été éclaboussée par un taxi, tout simplement parce que j'ai demandé si on pouvait me céder la place avant. Alors sous la pluie, et il me mouille encore et il s'en va. Je ne compte pas le nombre de fois où pour arriver à mon lieu de service, il a fallu débourser le double de ce que j'avais déjà payé parce qu'il pleuvait et je ne peux pas arrêter un parapluie. Donc il faut me laisser à l'entrée du bâtiment. Et la difficulté que les personnes vivant avec un handicap ont, c'est que quand elles vont à un lieu précis, il faut les laisser à ce lieu précis. Parce que quand elles les laissent à un détour ou à autre, ça nous fait encore un peu plus d'énergie à dépenser déjà qu'on n'en a pas. Donc maintenant, anecdote, oui, parce que je suis allée prendre mon café et on m'a abandonné 10 minutes devant le comptoir. Alors j'ai été obligée de rappeler aux jeunes filles que, mais écoutez, est-ce que vous voyez que je suis avec des... Non seulement j'existe, mais j'ai 2 béquilles et que je ne peux pas me lever. Et je ne peux pas tenir longtemps debout. Alors elles continuent à faire leurs petites affaires. Et c'est au bout de 10 minutes qu'elles se rendent compte qu'effectivement, elle est comme elle est et qu'elle avait besoin d'assistance. Alors quand je sortais du bâtiment, c'est là où elle crie au monsieur, bon écoutez, est-ce que vous pouvez lui tenir la porte? Je dis, ça va pas là. Ça va pas là, je suis devant vous depuis 10 minutes, vous ne faites rien du tout. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est qu'on me tienne la porte. Alors quand le monsieur arrive, je dis, écoutez monsieur, je vous ai rien demandé. Alors, une anecdote aussi comme ça, Mireille, je ne sais pas parce que les anecdotes, il en existe beaucoup, mais ce serait toujours intéressant de raconter pour que les gens comprennent la situation. Parce que d'autres le font parfois forcément sans savoir. Peut-être de façon inconsciente aussi. Un jour, j'ai emprunté un taxi, j'allais à Bounanjo. Je pense à la communauté urbaine de Douala. Il roule à quelques mètres de là. Quelqu'un stoppe le taxi, dit course. C'est là, il me dit, sortez du taxi, je vais prendre la course. J'ai dit, j'ai pas suivi. Il dit, je vous demande de sortir, voilà la course, je vais prendre, tu peux payer la course là. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas payer, sortez du taxi. Mais quand même, ce jour, la dame qui voulait prendre la course là, elle m'a pris, parce que quand je suis sortie du taxi, elle m'a vu, la manière dont j'arrêtais les béquilles, elle a dit, mais c'est pas normal. Vous faites sortir une personne handicapée du taxi parce que vous voulez porter une course. Vous ne pouvez pas me dire qu'elle est handicapée et que vous voulez la laisser tout juste là. Du coup, elle a dit, je ne prends plus votre taxi. C'est là, il dit, allons, je te laisse. Je dis aussi, dis-moi, je n'entre plus. Il dit, paye-moi, je ne suis pas arrivée. Et là, il a perdu des 2 côtés. Ah, ça. Bon, maintenant, concernant peut-être dans les bureaux et tout, l'alignement, là, moi, franchement... Je ne sais pas que je me prends la tête, mais moi, je ne respecte pas tout ça. Parce que quand quelqu'un me fait attendre, je dis que non, il faut aller couper ton pied. Vous n'allez pas me faire attendre debout comme ça. Quand j'arrive, même si c'est dans une agence de voyage, je marche jusqu'au... Excusez-moi, jusqu'à devant. Oui, mais on parlait de priorité tout à l'heure, de vos droits. Mais il faut seulement t'imposer. Ça n'existe pas ici. Tu dois seulement t'imposer comme ça. Parce que si tu restes d'accord, on va te céder le passage. Peu sont ceux qui vont penser que non, celle-là, elle est debout sur un pied. Non. On va dire non, si elle a pu patienter là-bas, elle peut patienter pour moi. Je ne suis pas là pour patienter pour quelqu'un. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis devant. Madame, mais on suit le rang. J'ai les béquilles, maman, je ne peux pas suivre le rang. Mais asseyez-vous, non. Finissez avec moi. Moi, je ne dis jamais rien. Ah, vous ne dites rien, Marie. Vous passez simplement. Oui, simplement, moi, je ne dis jamais rien. Donc, je suis prioritaire. Je n'ai pas besoin de leur rappeler que je suis prioritaire. Donc, quand je viens, je fends la foule et je me mets devant le guichet. Aussi simple. Alors, maintenant, vous êtes des dames, chefs d'entreprise et tout. Ça n'a pas certainement été difficile pour vous, mais on sait que souvent sur le plan professionnel aussi, c'est assez compliqué quand on vous accepte. Alors, comment ça se passe pour vous? C'est vrai que moi, j'étais d'abord employée dans une multinationale et quand je dis ça, j'en ris. J'ai passé les 6 premiers mois à dire bonjour à mes collègues et personne ne répondait. Oh là. Sérieux? Sérieux. On a tout fait pour me faire comprendre que j'étais comme une extraterrestre et tous les soirs je rentrais chez moi et je pleurais. Et ma mère me disait, tu iras travailler parce que tu voulais le travail. Pendant 6 mois. Alors il pleuvait sur moi tous les jours parce que j'étais dans une multinationale et je jouais à un certain niveau social, donc tout le monde avait une voiture.
mais il pleuvait. Je restais à quoi jusqu'à 20h, attendre la fin des pluies. Tous mes collègues démarraient leur voiture devant moi parce que les gens estiment en fait que nous sommes porteurs de malchance. Donc il n'y en a pas beaucoup qui aimeraient vous porter dans leur voiture. Ça, il faut le dire. Il y en a qui, même dans le taxi, vous disent, bon, écoutez, madame, arrêtez, viens vos bâtons là. Il ne faut pas que vos bâtons me touchent. On a ce genre de considération. Oui, donc le problème, il est immense. Je pense que les chantiers sont colossaux. Parce qu'il faut une prise de conscience, mais alors il faut revenir dans les cultures également. Parce que dans nos cultures, les personnes ayant un handicap ont subi les foudres du Créateur parce que dans leur famille, il y a eu X, Y, qui a fait ci, ça. Et ça reste ancré dans les consciences. Donc, je pense que moi, j'ai fait 6 mois. Et pour qu'une collègue me porte, elle en a eu marre parce que nous sommes quand même voisines. Elle se disait, mais tiens, qu'est-ce qu'elle va se dire? Mais il pleuvait sur moi tous les matins. Et elle était, j'étais à un immeuble un peu plus bas, elle était un peu plus haut. Et un matin, elle fait pim pim que j'entre dans sa voiture. J'étais d'ailleurs surprise parce que je regardais à droite. Je regardais à droite pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière moi. Et puis je suis entrée. Alors quand les autres ont vu qu'elle a daigné me porter dans sa voiture, ils ont dit, mais tiens, finalement elle n'est pas aussi poisseuse que ça. Elle doit avoir quelque chose. Et c'est là où le courant a commencé à passer. Mais quelque chose d'important aussi à rappeler quand même, Marie, c'est votre supérieur hiérarchique qui vous tenait des propos désobligeants. Oui, bon, désobligeants, je lui concède cela parce que c'est... Bon, c'est moi qui les qualifie de désobligeants. Après, elle me le rappelait sans cesse. Je crois que si elle écoute, elle se rappellera. Elle me l'a rappelé sans cesse quand j'ai voulu... je me suis rendu compte que des gens m'ont logé dans une case d'intérim. Et les sous étaient calculés vraiment de manière qui leur plaisait. Et j'ai demandé des explications. Elle m'a dit, tant qu'à faire, tu penses qu'on te donne? Parce qu'il y en a des comme toi qui cherchent à travailler ici, qui n'arrivent pas à travailler. Donc vraiment, tu penses qu'on te donne et tu la boucles. Ah ben, justement, c'est vrai que c'est... Voilà, je suis complètement estomaquée. Mais je veux dire que lorsque vous postulez, vous voulez un travail, comment ça se passe? Vous précisez votre situation? On n'a pas besoin de préciser. On fait un entretien d'embauche et on estime. Moi déjà, j'avoue que le poste qu'on m'avait donné ne correspondait pas à mon profil. Donc il a fallu me réadapter. Donc c'était pour moi tuer mon génie au quotidien que de travailler à ce poste. Mais je ne pouvais pas le dire parce que je me disais... Quand j'aurais atteint un certain niveau dans la société, je demanderais que... Mais quand on me le faisait savoir, j'ai vécu durant toute ma période dans cette entreprise avec en tête que j'étais certainement diminuée quelque part. J'avais pas quelque chose de complet. Donc il y a c'est quand je sors de cette société, je me dis, tiens, c'est pas possible. J'étais même dans quel carcan. Et là, je me dis, non mais... C'est pas croyable. On vous sape le moral au quotidien, on vous sape le moral, on vous diminue et vous commencez à croire qu'effectivement vous êtes quelqu'un de petit. Vous n'avez pas droit à telle chose. Je suis partie de là d'une manière assez injuste. On ne racontera pas. Donc, mais pour moi c'était comme une étape. Donc j'étais comme j'ai une amie qui me dit souvent, le Seigneur a voulu élaguer un peu les arbres pour que j'ai une certaine forme. Et là aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui je mène des actions dans avec la vision sociale parce que j'ai été victime de ces injustices. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir transcender cela. Il y en a que ça tue. Il y en a qui sont des amoindris psychologiques tout simplement parce qu'ils vivent ça au quotidien. Et c'est vrai, ma fâche. On va prendre le deuxième reportage à fond, Matréché, comment est-ce arrivé? On parle là des personnes amputées, reportage. Se voir soustraire un membre est un acte irréversible. Pour en arriver là, les chirurgiens affirment que la situation doit être extrême. J'ai un membre de la famille qui est dans l'armée, qui avait eu à négliger la grenade dans un coin de la chambre. Et autour des balades, j'ai surpris mon petit frère d'un cousin, étant que je jouais avec cette grenade. Et je lui ai posé la question de ce que c'était. Il m'a dit que c'était un jouet et il m'a passé cela. Dès que j'ai touché, ça a explosé. Lorsque l'indication d'amputation est posée, avouons que c'est une situation bouleversante, non seulement pour le patient, mais également pour la famille, toute la famille qui l'entoure. Nous prenons quand même la précaution
avant d'informer le concerné, de pouvoir d'abord en discuter avec la famille. Delva s'est vu délesté de sa jambe droite à la suite de ce qui a commencé par un simple paludisme doublé d'injections. Une situation des plus invraisemblables. L'injection a formé un abcès. Je l'ai amené dans un hôpital de la place. Bon, cet hôpital m'a prescrit un produit d'osmogel et m'a demandé de rentrer avec l'enfant et revenir dans une semaine. Vu l'état du pied de l'enfant, j'ai trouvé mieux de changer d'hôpital. Toujours est-il que le contrôle de l'enfant souffrait de minutie. Entre-temps, l'enfant ne faisait pas suffisamment de sel. Le ventre a légèrement ballonné. En même temps, ils ont demandé qu'ils devaient opérer l'enfant du ventre. Ce qui a été fait, ils ont ouvert le ventre et ils ont incisé l'abcès. Au 3e jour de l'opération, il fallait monnayer pour qu'on fasse le pansement de l'enfant. Donc quand tu voyais un infirmier, tu lui donnais même 500. Souvent, le soir, quand il veut rentrer, il vient faire le pansement. Ou le lendemain. C'est comme ça que le ventre a lâché. On a constaté que l'infirmière qui était là était une femme de chemin. C'est là que ma maman lui a fait comprendre qu'au bloc, on a demandé de ne pas introduire les objets tranchants dans sa blessure. La dame a demandé si c'est ma maman qui devait lui apprendre à faire son travail. Le pied était bien. Elle a envoyé la pince et les ciseaux dans la blessure. Avant de soulever, ça avait pris la terre. C'est là où la terre a été sectionnée. Le docteur est venu, il m'a fait comprendre qu'on devait amputer son pied. À la suite de cet incident, le pied de l'enfant sera sectionné. Roosevelt, quant à lui, est né sans sa jambe gauche. Sa maman s'est remémore comme si c'était hier de sa venue au monde. J'ai porté la grossesse, j'étais ménagée. À 4 mois, 2 semaines, je suis allée faire l'échographie. On a constaté que l'enfant avait les membres inférieurs qu'il n'avait pas. On m'a même demandé de faire évacuer. Mais j'ai dit que non. Alors à la naissance, après ça, à 2 mois et demi, je suis même née à 6 mois, 2 semaines. Il est sorti prématuré, avec le demi-pied indiqué. Mais bon nombre de personnes amputées le sont devenues à la suite d'un accident de la circulation. Le souvenir reste gravé. J'avais fait mon accident depuis le 13 septembre 2003. C'est ce moment-là que je suis devenu handicapé. J'ai fait mon accident. Sur le lieu de mon accident, j'ai perdu mon membre. Juillet 1996, victime d'un accident de circulation. Un semi-remorque qui est entré en collision avec une camionnette qui s'est renversée. Et en fin de course folle, parce que moi j'avais essayé de fuir à mon niveau, mais malheureusement en fin de course folle, le camion s'est retrouvé carrément sur nous. Et là nous sommes le 17 juillet 1996. Le 19h30. Je suis restée sous ce camion pendant 2h30. Le temps pour les riverains de se battre et se sortir de là. Le 10 octobre 2013. Normalement, je suis quittée le 9 octobre. Je suis arrivée en route à Djombe, Tenja. On a fait l'accident, on a fait tonneau. Il y avait un camion garé. Et le bus filait, le chauffeur filait tellement. On a fait tonneau. Ah oui, je me suis retrouvée boyée, déchiquetée, comme vous voyez.
Les personnes amputées sont couvertes par la loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées. Alors, des situations, on en vit tous les jours et quelqu'un qui rappelait que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ce n'est pas une situation qui arrive seulement à certaines personnes, mais on a ces considérations culturelles et culturelles dont on parlait tout à l'heure qui sont toujours comme des obstacles dans la pensée des gens. Mirette. Oui. Le cas par exemple de cet enfant qui est né, amputé et on considérait que c'était un serpent qu'on doit déposer au bord de l'eau. Oui, sa maman en a beaucoup souffert là où elle vivait. Parce que déjà, je suis sûre que de ce côté-là, il n'avait pas encore cette culture-là qu'il y a des gens qui naissent comme ça. Elle me racontait souvent que cet enfant-là, étant bébé, on lui demandait d'aller déposer l'enfant au bord de l'eau et que l'enfant va se transformer en serpent et partir. Elle a signé avec son enfant. Le voilà aujourd'hui, il marche, il fait le coup moyen 1, oui, il fait le coup moyen 1 aujourd'hui. Donc, ce sont des situations comme ça que nous vivons tous les jours. Pour moi, je vais dire, c'est pas très compliqué de ce côté-là. C'est pas très compliqué parce que les gens m'ont vu marcher. Et après là, ils me voient comme ça. Donc, il faut juste que moi, j'essaye de travailler mon moral, de montrer aux gens que je suis la même personne pour qu'on puisse aussi m'accepter. Mais pourquoi on a toutes ces interprétations de ces situations-là, Marie? Toutes ces interprétations, je pense aussi que ça part de l'environnement. Donc, c'est vrai que quand on bénéficie d'un capital affectif assez élevé, ça nous forge. Donc on voit et on transforme en amour et en positif tout ce qui peut venir de l'autre côté. Donc je pense que la réussite de la réussite, donc je veux dire l'outil pour transcender le handicap, c'est aussi cela, le cocon familial, l'environnement, l'amour dont on a besoin, parce que s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas y arriver. Et moi, j'ai souvent l'habitude de me moquer un peu de mes frères. Oui, on se moque beaucoup, hein. Si vous entrez, on ne se lâche pas. Donc, je leur dis, bon, écoutez, quand je vois un, j'en ai rencontré un pour la journée du 3. Je dis, mon frère, est-ce que tu sais que tu es paresseux? Il me dit, hein? Je dis, oui, tu es paresseux. Je dis, mais oui. Il me dit, pourquoi? Comment tu n'as pas pu supporter la douleur de... Comment on appelle ça? La douleur de la kiné. Tu n'as pas pu supporter ça, pourquoi? Il me dit, j'ai même pas été au courant que... Je dis, est-ce que tu sais que ça fait mal? Il dit que oui, je sais que ça fait mal. Pour tendre ta jambe, mon ami, tu vas souffrir. Et je lui dis, écoute, quand je te vois comme ça, je suis pas contente. Il me dit, pourquoi? Il me dit que tu veux bien te marier? Il me dit, oui, je veux me marier. Tu penses que tu vas aller draguer une fille et puis tu vas marcher comme ça, quatre pattes, elle va accepter? Il me dit non. Alors, tu crois? Après, tu viendras ici sur les antennes dire, oh, je suis traumatisée, on me stigmatise. Il faut commencer d'abord par toi-même à vouloir transcender. Alors, moi j'apprécie déjà lorsque je vous écoute parler. Et tout à l'heure, en off, vous nous avez raconté une sorte d'anecdote là. La dame aux 1000 demandes, ou 10 000, je sais pas. 10 000 demandes d'emploi. 10 000 demandes d'emploi. Alors j'avais envie de demander ce qui se passe généralement lorsque vous êtes face à un enfant. Vous êtes face à un chef d'entreprise, ça ne vous concerne plus maintenant, mais vous avez eu à un moment donné à le faire. Oui, la dernière expérience que j'ai eue, c'était à une société multinationale toujours. Donc on m'avait appelé, le gars il était galvanisé. Et puis le directeur des ressources humaines qui me reçoit. Lorsqu'il sort mon CV, il me regarde, mais il dit, madame, vous n'avez pas mentionné que vous avez un handicap, parce que le poste, on n'a même pas encore commencé l'entretien. J'ai dit, ça y est. Je savais. J'ai dit, ça y est, ça a commencé. Ok, je vous installe. Et quelque part, il a quelques instants de silence. Il ne sait plus comment est-ce qu'il va orienter l'entretien. Parce que ça joue. Ça joue également. Quelqu'un disait l'autre jour, quand on parle des success stories, on a l'impression que c'est facile. C'est pas du tout facile. Parce que quand vous rentrez chez vous, ayant déjà mis tout votre espoir
dans cet entretien d'embauche et que vous arrivez, la première personne que vous rencontrez, la DRH, et qui est estomaquée ou alors qui fait un blocage du fait de votre handicap, vous savez que la suite, vous connaissez la suite. On vous dira. Et donc comme ça, vous avez eu 1000 expériences dans le même sens. Maintenant, il faut transcender tous ces regards. Écoutez, madame, la société fait profil, on vous avait pas déjà dit ça à l'avance. Madame, la société fait profil, on vous rappellera. Et quand vous rappelez, oui, on vous rappellera, oui, on vous rappellera, et on vous rappellera, et on vous rappellera. Alors, maintenant, comment se gère, je ne sais pas si, ou Mirette, ou peut-être Marie, les cas d'accident de travail? Ça veut dire que vous êtes déjà dans l'entreprise et maintenant, vous êtes, comme ils disent, diminué. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes toujours considéré de la même façon ou alors vous avez eu des cas comme ça? Non, moi non, pas de cas d'accident. Les cas dont je traite la plupart du temps, c'est des handicaps infantiles, non des personnes qui grandissent avec. J'ai quand même eu des amputés. On suit également une dame en ce moment. Et je veux voir comment elle approche. C'est que je vais à l'hôpital général parce que j'avais mal aux yeux. Je garde ma voiture et une dame s'approche de moi et me dit: madame, vous pouvez conduire une voiture? Je dis: mais oui. Alors je suis surprise parce qu'on m'avait mis le collier dans les yeux et je ne voyais pas très bien. Alors elle me dit: vous conduisez une voiture? Je dis: oui. Ah, il faut que ma soeur vous voie. J'ai dit: ah bon? Qu'est-ce qu'elle a, votre soeur? On vient de l'amputer les 2 jambes et elle est en train de vouloir faire la grève de la faim pour mourir. Je dis: ah, ça m'intéresse. Et du coup on prend rendez-vous. On prend rendez-vous et sa soeur lui balance tout ce qu'elle veut sur moi. Et j'arrive, je fais des efforts pour arriver voir la dame. Et je trouve que, en fait, elle ne voulait pas faire la rééducation parce qu'il y a ça aussi dans le handicap. La rééducation est la chose la plus difficile et la plus douloureuse. Très peu de gens la supportent. J'arrive, je trouve qu'elle ne faisait pas de rééducation. Elle ne voulait pas apprendre à marcher avec les cannes parce qu'elle se disait: oh, ma vie est fichue, et je ne vais plus mettre ceci, je ne vais plus, je ne vais plus. Et puis quand j'arrive chez eux, c'était assez accidenté. Il fallait monter les marches à gauche, reprendre à droite, aller ceci. Et du coup, elle me voit, paf, paf, je suis, paf, paf, je suis. Elle dit: c'est pas croyable. Donc tu fais tout ça? Elle me dit: oui. Elle me dit: mais toi aussi tu peux faire ça. Elle me dit: non, Marie, quand je reste. Elle me dit: tu peux pas imaginer ce qui m'est arrivé ce matin. J'ai lavé mes dessous, j'ai voulu les sécher sur la corde et je suis tombée. Elle me dit: là, j'arrive pas. Je dis: non, tu peux. C'est au fil de tes échecs que tu pourras tu pourras mettre sur pied une stratégie pour pouvoir transcender ces obstacles-là. Et aujourd'hui, elle y parvient? Oui, elle y parvient. Est-ce que dans le cadre de la rééducation, justement, il ne faut pas l'intervention d'un psychologue? Oui, mais je pense que nous sommes plus grands psychologues que les psychologues. D'accord. Parce qu'en fait, le psychologue, il parle de la théorie. On parle de la pratique, de ce que vous vivez. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, excusez le terme, en fait, toutes les politiques ont échoué sur les personnes vivant avec handicap parce que c'est les valides qui en parlaient, c'est eux qui décidaient. Or, nous savons où appuyer. C'est ça que je dis à quelqu'un: si je te demande pas de l'aide, ne me donne pas, parce que mon corps est comme un sac de riz. Tu peux m'arrêter ici, tu me fais mal. Et qu'il faille appuyer. Tu sais pas où m'arrêter. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est regarder comment je fais. Et si je te demande de l'aide, tu me donnes là où je t'ai demandé. Exactement, tout simplement. Alors, Mireille, oui. Avant qu'on ne prenne le dernier reportage, ma très chère. Oui, tout à fait. Je veux parler du médecin qui nous apprend qu'avant l'amputation, le malade ainsi que sa famille sont préparés. Alors, comment on se sent lorsqu'on doit vous annoncer: écoutez, madame, on va devoir vous amputer d'un membre? Déjà, c'est pas chez tout le monde qu'on avertit. Il y en a, ce sont des médecins qui avertissent. Il y en a qui sont amputés directement sur le lieu. Là maintenant, oui, quand tu arrives à l'hôpital et qu'on te dit par exemple: madame, vous devez être amputée, on vous laisse le temps de faire ce qu'on appelle le travail du deuil de la personne amputée. Donc on vous laisse le temps de penser, de poser le pour et le contre, le bon du mauvais, tout ça. On vous laisse tout ce temps-là de vous préparer. Revenant à ce qu'elle disait, psychologue, nous n'avons pas forcément besoin. Oui, parce que la psychothérapie de groupe, moi je pense que ça soigne plus que n'importe quel psychologue. Le simple fait de voir une personne amputée comme toi, plus grave que toi, qui a subi un choc plus élevé que toi et qui aujourd'hui essaye de s'en sortir, ton moral, tu commences à travailler ton moral rapidement. Moi par exemple, les béquilles, c'est quand moi je sors, je passe mon temps à sauter. Ah, d'accord. Oui, je passe mon temps à sauter la plupart du temps. Même quand je suis à mon petit bureau où je suis, quand les membres arrivent et qu'ils me voient, je suis ici, je suis là-bas, je saute. Hey, président, tu ne prends pas la béquille, je fais quoi avec? Je saute.
Et c'est comme ça que j'ai porté mon enfant, sauter avec elle jusqu'aujourd'hui. Elle va déjà jusqu'à 3 ans. Donc je pense que c'est dans la tête. L'amputation, l'handicap, c'est dans la tête. Quand tu parviens à surmonter cela, tu avances sans problème. Le troisième reportage, très cher. Évidemment, l'handicap, c'est donc dans la tête et il faut surmonter pour pouvoir s'en sortir et vivre normalement. Alors, c'est certainement l'objet de notre troisième reportage, la réinsertion sociale. On regarde. Les mamans des enfants amputés souhaitent que plus d'espace soit consacré aux handicapés. J'aimerais qu'un jour il y ait un ministre qui est handicap pour pouvoir comprendre la souffrance des handicapés. Parce que je vais dire qu'à la maison, lui et moi, on s'entend, mais ça dépend comment moi j'ai l'habitude, le rythme de vie où moi j'ai l'habitude. Mais j'aimerais aussi que dehors, là, quand c'est que j'en ai vraiment les donne aussi une place importante. Pourtant, au Cameroun, des personnes handicapées occupent des fonctions importantes. J'ai fait 11 ans au PMUC en tant que responsable des assurances. J'ai été à l'école, je suis reparti à l'école des assurances, et ainsi de suite. J'ai fait de multiples formations pour m'élever. Et aujourd'hui, je me retrouve à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, où je fais des descentes sur le terrain. Donc je suis dans l'unité de protection et je travaille, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Pas souvent très visibles, ces personnes handicapées qui se dissimulent sous le regard de la société. Dans mon entourage, c'est pas facile. J'avais aussi honte, c'est le marché en route. Et aussi quand il marchait, les gens me regardaient, quand il marchait en route, j'avais toujours tendance à vouloir cacher ma main. C'était pas du tout facile. Et comme moi je suis purement droitier, donc je suis pas gaucher, ça veut le temps que j'ai appris, ça a fallu du temps. Ça veut le temps que j'ai appris à écrire avec ma main gauche. Vous ne pouvez pas passer inaperçu. Et il y a des mépris par-ci par-là. Mais par la grâce de Dieu, moi j'ai pu surmonter tout ça. Parce que moi je pense, quand j'avais su comment on va amputer le pied, je n'avais pas pleuré. Moi je me dis, c'était une force divine qui était en moi. Je dis c'est que à des moments quand quelqu'un me fait ce qui ne m'arrange pas, la seule chose que je lui dis c'est que si j'ai pu supporter, accepter d'avoir perdu ma jambe, ça veut dire que je peux accepter toute autre chose. Pour faciliter la réinsertion sociale des personnes amputées, la loi du 13 avril 2010 protège et promeut les personnes handicapées. Les exemptions passées au total des droits universitaires. Il y a aussi la réduction, le placement et l'exonération des frais scolaires dans les établissements publics. Dans ça sont les revendications parce que généralement ceux qui ont le problème dans les lycées où certains proviseurs n'appliquent pas cette loi-là. Alors que c'est une loi et généralement on dit que la loi est applicable pour tous. Cette année, l'université de Douala a accordé l'exemption totale aux étudiants handicapés. Cette loi est déjà applicable au niveau de l'université de Douala, mais ce n'est pas partout dans toutes les universités du Cameroun. Et c'est une revendication que je suis en train de pouvoir plaider pour que les recteurs d'université puissent pouvoir faire un bon exemple comme le recteur de l'université de Douala. Tout cela n'est donc pas toujours respecté. Dans certains services, sincèrement, j'ai des privilèges. Bon, d'autres, franchement, moi je me dis sont les gens qui ne sont pas encore enseignés, qui ne savent pas que les personnes handicapées ont certaines priorités. Dans ma famille, j'ai tellement le mépris avec les enfants, le manque de respect. À un moment, je demande seulement faveur aux passants. Pardon, parce que je ne peux pas porter l'eau, je n'ai que 3 doigts qui fonctionnent. Je me mets à demander pardon, aidez-moi. On m'aide à porter l'eau et je me dis. Elle s'impose dans la société. Donc, c'est ce qui fait ma force. Elle n'est pas timide, elle n'est pas... Bon, peut-être dans
Je ne sais pas, dans son cœur, elle se pose mille et une questions, mais peut-être elle n'affiche pas. Jusqu'on fait le maximum qu'on peut pour la mettre un peu. L'association des personnes préférées a pour but aussi d'informer ses membres sur leurs droits et leur donner goût à la vie, même si les entraves sont toujours perceptibles. Au coup, elle mentait de comme le collège approchait à grands pas. J'ai réfléchi pour la prothèse. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Je suis allée au sud-ouest. On m'a dit que les prothèses immobiles se faisaient à Bamenda et que je devais débourser 600 000 pour elle. Comme c'est encore une enfant, elle augmente de taille chaque 6 ou 1 an. Il fallait changer chaque 6 ou 1 an. Mais en garant ça, donc j'ouvre un magasin chez moi et que je stocke les prothèses. Quand il est aussi à l'école, il est venu. Et grâce aux associations où on a créé aujourd'hui, j'ai fait un DPP. Donc là-bas, j'ai aussi connu beaucoup de choses que je ne savais même pas. S'il fallait suivre, se cacher dedans, que bon, j'ai un enfant handicapé, il faut que je me cache. Si je marche, on va se moquer de moi, on va pointer la main sur moi, et regarder une jeune femme comme ça, avec un enfant comme ça. Donc, quand tu es dans les associations comme ça, bon, quand tu vois le cas des autres, tu dis que non, m'appelle un peu, c'est un peu mieux. Et je vais dire aujourd'hui que grâce à cet enfant, je suis fait parce que grâce à lui, il y a les milieux que j'ai dit que je ne pouvais même pas entrer. Grâce à lui, j'ai été invité à DK et peut une conférence. Grâce à lui, j'ai été invité à Canal Matin. Parce que la semaine du 20 au 28 juin, c'était la sensibilisation de la campagne de personnes handicapées. Grâce à lui, grâce à son handicap, nous sommes allés même à être invités à l'émission Jambon. Et toujours grâce à cet enfant, le monsieur qui a son biche auto nous a invités, nous sommes partis découvrir la plage à Lingo. Surmonter son handicap, c'est ce que fait Martial aujourd'hui, étudiant en 2e année, finance et comptabilité. La DPP et ses membres organisent des excursions et des sorties collectives afin de donner l'envie à ses membres de s'illustrer. Alors, juste quelques minutes et on va parler de cette loi en or, Marie, la loi du 13 avril 2010 qui régit la situation des personnes vivant avec le handicap. Et vous le disiez, c'est une loi en or, oui, mais sans décret d'application. Oui, c'est vrai, c'est une loi en or et voilà, il n'y a pas de décret d'application. Il n'y a pas de décret d'application, mais j'avoue quand même qu'elle fait son bon nombre de chemin. Parce que quand on la sort quand même face à des individus et qu'on leur dit, écoutez, il y a quand même une loi qui stipule un certain nombre de choses, essayez de vous pencher sur cette loi et on en reparlera. Question de voir, en attendant le décret d'application, ce qui peut être fait. Mais sur le terrain, les choses avancent, il y a des petites avancées. Mais je pense qu'on ne devrait pas les négliger. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites une sortie de personnes vivant avec un handicap, vous le verrez tous propres. D'accord. Vous verrez toutes les filles belles. Vous verrez tous les petits garçons pleins de joie de vivre. Et c'était pas ça avant. C'est la preuve qu'on s'accepte mieux. Oui, on s'accepte mieux et parce que lors des sorties, des regroupements comme lors de la journée internationale, on voit l'autre faire. On se dit, pourquoi est-ce que moi je n'en ferais pas autant? Il y a ça aussi. Parce qu'au-delà du fait que cette journée est un appel de conscience, ça crée une proximité par des divers handicaps. Parce que par exemple, les malentendants, les malvoyants, ainsi de suite, ça crée cette proximité. Et ne pas se dire, je suis handicap moteur,
Et puis voilà, je suis seule au monde. Il y a d'autres qui souffrent encore. Alors, juste avant la dernière question, parce que c'est une question importante sur les travailleurs sociaux. Voilà, moi également j'allais en venir. D'accord, ok, ma très chère. J'allais en venir parce que tout à l'heure en off, elle nous parlait de casting et que les pouvoirs publics devraient faire certainement un casting en ce qui concerne les travailleurs sociaux. Oui, je reviens surtout là-dessus parce que je me dis que à vivre avec l'administration fait beaucoup de choses. Ça, il ne faut pas lui nier, on leur tire d'abord un coup de chapeau. Mais dans l'administration, il y a des brebis galeuses, comme il y en a partout. Mais pour un ministère des Affaires sociales, on ne devrait pas trouver autant de brebis galeuses. Donc, je pense que si j'ai une interpellation allant dans ce sens, c'est un véritable casting pour être travailleur social. Parce qu'au-delà de tout, c'est une vocation. Oui. C'est une vocation, c'est pas un travail comme un autre, où on peut se lever un matin, où ses humeurs prennent le dessus sur ce brin d'humanité qu'on devrait avoir au quotidien, au moins quand on est face à des cas sociaux. Donc voilà. Mirette, donc on regarde cette joie de vivre qui est transmise aux personnes amputées. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est vraiment la joie, l'acceptation de la situation, on transcende la situation de handicap. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des revendications? Il y aura toujours des revendications. Il y aura toujours des revendications parce que l'amputation, pour chaque personne, c'est pas au même niveau. Donc même si tu parviens à satisfaire le besoin de X, pour Y, tu ne pourras pas. On parlait des prothèses par exemple. Oui, par exemple les prothèses aujourd'hui, ce que l'association a décidé de faire depuis le dernier événement qu'on a organisé, la soirée caritative, c'était d'aller vers les centres d'appareillage orthopédique, essayer de discuter avec ces directeurs de centres pour qu'ils essayent de réduire les coûts pour tous ceux qui sortent de l'association. Et nous avons commencé ici à Douala avec le centre Emmanuel en Handicap Center de Sable, à Bonamoussadi. Il a signé le partenariat et c'est d'ailleurs lui qui a fait la prothèse du petit Roosevelt. Nous avons continué à Bafoussam avec un centre situé à Ndjelin, je pense très bien. Le directeur de centre aussi l'a accepté de signer. Kumba, même chose. Donc, au fur et à mesure qu'on fera comme ça, là, je pense que d'ici 2020, quand on parlera d'amputation, on va demander c'est à quel niveau. Tu es amputé à quel niveau? Pas que, oui, elle est amputée, ça serait à quel niveau? Le regard sera différent, des vocables aussi. Et donc, on ne va plus se retrouver dans la guerre des terminologies absolue comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Merci d'être venue sur ce plateau, Marie. On va se retrouver fin janvier pour une autre émission. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. On se retrouve très bientôt pour parler une fois de plus des personnes amputées, Mirette. Hein? Pas de soucis. Et aussi peut-être du magazine, Handicap Magazine. D'accord. Oui. Il sera publié quand? L'ouverture officielle est prévue en mars, mais il est déjà en ligne. www.handicapmagazine.com. Oui, et donc il y a également Marie qui est en train de lancer un projet concernant le recyclage de papier. On en parlera en fin janvier. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Ma très chère. En tout cas, c'était un plaisir, Marie Mirette, d'être parmi vous et surtout de constater votre joie de vivre d'ailleurs, qui est contagieuse. Ce fut un plaisir. Alors, c'est une joie contagieuse. D'ailleurs, c'est sur cette note gaie que nous terminons cette émission. Rendez-vous lundi prochain. Nana